Bienvenue à cette séance sur l'approfondissement des racines de tous les peuples qui ont fait émerger les grandes familles de langues germaniques, les langues les plus parlées au monde. Le proto-germanique tire ses origines d'une zone sociolinguistique s'apparentant au sud-est de l'Allemagne d'aujourd'hui, près de la frontière avec la Tchéquie. Les origines de cette langue proto-germanique dateraient de 2000 ans avant l'ère de Jésus-Christ. Elle était intégrée dans un bassin géographique qui se nomma le continent européen, où les Celtiques continentaux prirent beaucoup de place dans les zones qui s'apparentent au centre de l'Europe. OK? Donc, ayant émergé de la frontière avec la Tchéquie d'aujourd'hui et l'Allemagne, dont toutes les montagnes de Bavière, l'ancêtre proto-germanique a monté vers le nord, toujours avant l'époque de Jésus-Christ. Le centre du continent européen étant occupé par les tribus celtiques continentales, le sud, vers l'Italie, le sud de la France, la péninsule ibérique, était sous la juridiction du puissant Empire romain. Au tout début de leur existence, c'était impensable pour les peuples germaniques de descendre vers le sud et de se joindre à l'Empire latin, qui avait pas tout à fait les mêmes idées culturelles, qui partageait pas les mêmes valeurs et qui avait des traits ethniques différents, dont en plus une langue qui était parlée au sud dans l'Empire romain, le latin, une langue romane. Cependant, l'idée de pouvoir convoiter les espaces occupés par l'ancien Empire romain lors de sa chute, vers 476 après Jésus-Christ, l'idée d'émigrer vers le sud est apparue dans tous les peuples germaniques, plus spécifiquement les Jutes, qui ont descendu vers le sud. Le proto-germanique étant une langue plutôt rudimentaire, a vu faire émerger différentes catégories de proto-germanique. Donc, parce que les Celtiques étaient au centre du continent, l'ancêtre de proto-germanique était vers le nord, où est le Danemark aujourd'hui, et les peuples se sont propagés jusqu'à l'autre bord de la mer du Nord, qui est venue, dont les populations sont venues habiter le sud de la Scandinavie, ou la Suède, ou la Norvège, okay? le nord du Danemark. Donc, est venue s'implanter la famille de langues germaniques septentrionales, pour ceux qui sont au nord. Par la suite, on doit à une évolution technique, phonétique et linguistique le morcellement de la première groupe proto-germanique, d'où les peuples qui étaient au nord, qui habitaient dans les basses altitudes, ont constitué le groupe de famille le bas allemand. Ensuite, lorsqu'on allait au sud, en Bavière, en haute altitude, on entrait dans le haut allemand. Et à mi-chemin entre les deux, il avait une autre famille qui s'appelait le moyen allemand. Nous reviendrons plus tard sur cette famille de langues germaniques occidentales. OK? Cette branche de famille, cette famille qui consiste de 3 branches, le bas, le moyen et le haut allemand, sont
la famille la plus prolifique, car aujourd'hui, c'est de cette famille qui est issu un maximum de locuteurs, que ce soit de l'anglais, de l'allemand, du néerlandais, de l'afrikaans. OK? Ce fut la famille de langue la plus prolifique de tout le groupe des langues germaniques. D'un point de vue géographique, la troisième grande famille de langues germaniques, qui constituait les langues germaniques orientales, voit le jour dans les territoires de Pologne et encore plus à l'est, même près de l'Ukraine, près de la Roumanie d'aujourd'hui. Ce sont des petites peuplades germaniques dont les gothiques ont été les plus connus. La langue gothique fut la plus connue. Il y avait même aussi un alphabet. Cependant, les langues de famille germaniques orientales sont aujourd'hui éteintes parce qu'elles émergeaient dans un vaste territoire où les populations étaient surtout slaves, OK? Et aussi un peu romains, si on regarde la Roumanie d'aujourd'hui. Et bien sûr, avec beaucoup d'influence des langues altaïques, ça, c'est les langues turques qui viennent de Turquie, OK? Dont l'Empire byzantin faisait partie. Alors, le groupe de langue germanique orientale qui s'est dépourvu à l'est du continent, totalement à l'est du continent, est aujourd'hui éteint, mais il a été important dans la production du proto-germanique jusqu'à les trois familles que j'ai parlé, celle du Nord, celle de l'Ouest et celle de l'Est, qui est malheureusement éteinte aujourd'hui. À noter que le yiddish faisait partie des langues germaniques occidentales, OK? Et qui était associée à la religion hébraïque, donc ont pu émerger sur l'est du continent. C'était une langue germanique qui est beaucoup moins populaire aujourd'hui, mais qui prend ses racines du haut allemand, groupe faisant partie des langues germaniques occidentales. Un impact linguistique majeur qu'a été le fruit de la surpuissance de l'Empire romain a été d'éteindre les langues celtiques continentales et non insulaires. Je tiens à dire continentales. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait quand l'Empire a été réduit? Bien, ça a été que les peuples germaniques, surtout ceux qui étaient dans les hautes montagnes, dans le sud de l'Allemagne d'aujourd'hui, et où il y a l'Autriche et le Tyrol, ces peuples ont été grandement influencés par le tout-puissant Empire romain qui avait inventé la civilisation, qui avait inventé un alphabet dynamique, compréhensible et facile de reconnaissance des symboles, et que même les tribus germaniques ont commencé à s'approprier cet alphabet latin-là. D'autant plus qu'avec le Saint-Empire germanique, qui était aliéné avec Rome, on peut comprendre que l'émergence entre les cultures des peuples germaniques et anciennement latines pouvait naître de belles communions entre les peuples. Alors, on se rappelle les origines de la langue bas-allemand qui provient du groupe de langues germaniques occidentales, que cette langue, le bas-allemand, est un groupe de dialectes germaniques. Il se distingue du haut-allemand par l'absence de la seconde mutation consonantique. Le bas-francique, parlé dans le sud-ouest des Pays-Bas, dans le nord de la Belgique, dans la région allemande de Basse-Rhénanie et dans le département français du Nord, est aussi considéré comme un sous-groupe du bas-allemand dans une partie des
classification linguistique. Le néerlandais, les parlers flamands, ainsi que l'afrikaans sont issus du bas francique. Cependant, d'autres classifications en excluent le bas francique, considérant, pour des raisons socio-historiques, que ce rameau serait différencié de la souche mère. La théorie ethno-linguistique divise les langues germaniques en 3 groupes. Nous savions déjà qu'il y a les langues germaniques occidentales, orientales qui se sont éteintes et septentrionales en Scandinavie. Leurs relations exactes sont difficiles à déterminer du fait, entre autres, des indices épars fournis par les inscriptions runiques. De plus, demeurant mutuellement intelligibles tout au long des grandes invasions, certaines variétés individuelles ne sont pas aisées à classer. Les dialectes dont les caractéristiques définissent la branche occidentale sont nés du proto-germanique à la fin de la culture de Jasfor, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le groupe germanique occidental est caractérisé par plusieurs innovations phonologiques et morphologiques absentes des autres groupes. Les propriétés communes ethno-linguistiques des langues germaniques occidentales ne proviennent pas d'un proto-germanique occidental originel, mais sont plutôt issues des contacts que les peuples germaniques ont eus entre eux en Europe centrale et desquels les peuples scandinaves ont été privés. Durant le Moyen Âge, les langues germaniques occidentales se retrouvèrent divisées du fait du développement insulaire du moyen anglais, d'une part, qui était beaucoup plus souple, et de la seconde mutation consonantique sur le continent, d'autre part. La seconde mutation consonantique sépara le haut-allemand des autres langues germaniques occidentales. En conclusion, les langues germaniques septentrionales ont été forgées principalement par la langue danoise. Pendant plusieurs siècles de notre ère, ils parlaient danois à la grandeur de toute la Scandinavie. Et ensuite de ça, il y a eu beaucoup de monarchies. La monarchie suédoise, la monarchie norvégienne, il y a eu des alliances politiques. On peut retrouver 2 formes de division parmi les langues germaniques septentrionales. Tout d'abord, il y a les langues germaniques septentrionales orientales et occidentales. Occidentales faisant partie le norvégien, ainsi que l'islandais, le norrois et toutes les langues parlées dans les îles. Ceux qui étaient parmi les langues orientales, il y avait le suédois et le danois. Ces ancêtres linguistiques étaient intelligibles parmi toutes les langues qui pouvaient être parlées en Scandinavie. Cependant, est arrivée par la suite une nouvelle division. Les langues septentrionales insulaires et les langues septentrionales continentales, ceux qu'on voit en bleu sur cette map. Alors, ça a fait en sorte d'isoler les gens qui parlaient une langue germanique septentrionale dans une île et qui n'avaient pas d'échange avec les peuples suédois, danois, allemands, bas-allemands, norvégiens. D'ailleurs, ce n'est qu'après la réforme linguistique de 1907 que la langue écrite norvégienne s'est distinguée de la langue danoise. Et que pour aujourd'hui, si on prenait tous les locuteurs de langue germanique, la nation qui aurait la plus de facilité à reconnaître toutes les autres langues serait le norvégien. Et puis, les 2 qui auraient le plus de difficultés seraient le danois de Copenhague et le suédois parlé à Stockholm. Alors, ça m'a fait plaisir de vous parler des langues germaniques. Je vous souhaite une très belle fin de journée.